chez moi, en tout cas, à la Girafe Étoilée, on disait: «On est toutes des accueillantes». On voulait vraiment, transmettre ce sens de l'accueil, de la convivialité. Parce que c'est hyper important de se retourner vers quelqu'un qui a pratiqué le métier, qui sait de quoi il parle, en fait. Et toi, Mmh. quand tu dis que tu as plusieurs années d'expérience, n'hésitez pas, voilà, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut vraiment, vers qui il faut se retourner quand on a besoin d'apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gestionnaires de crèches qui sont essoufflés. Ils voient la crise du jour, mais en fait, c'est aussi tout l'essoufflement depuis 2020 qui vient, s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Tu es tellement en direct avec ces 4 personnes que c'est très difficile de prendre du recul, en fait. Il y a vraiment un jeu de pouvoir qui se joue entre le patron solo et les 4 pros qui voient bien qu'en fait le patron, il a peur que tu viennes pas bosser le matin et cetera. Et donc initialement, le projet de départ des microcrèches dans les années 2000, c'était, on va faire quelque chose de dérogatoire, de plus simple à ouvrir pour permettre d'ouvrir plus de crèches. Salut les conciergeries Airbnb, on se retrouve aujourd'hui pour ce talk show Conciergerie de rêve. Comme d'habitude, je suis avec une invitée de marque et aujourd'hui, j'accueille Amal Cosma. Salut Amal. Salut, tu vas bien? Eh bien, merci, très bien. Et toi? Super. Eh bien, écoute, on est tous ravis en tout cas de t'avoir aujourd'hui dans ce talk show, dans notre studio. Alors, Amal, pour te présenter très très rapidement, et après, évidemment, je te donnerai la main. Donc, tu accompagnes les créateurs et créatrices de crèches et les gestionnaires également pour performer dans leur activité. Euh, Exactement. alors, c'est une activité qui peut sembler, au premier abord, pour toutes les conciergeries qui nous écoutent, complètement détachée de ce qu'on fait aujourd'hui. Et je voudrais vraiment, justement, appuyer cette interview pour vous montrer justement à quel point il peut y avoir des liens avec d'autres métiers qui ne sont pas des conciergeries, mais comment les liens peuvent être finalement très forts. On a finalement des problématiques qui se ressemblent énormément. Et justement, on va voir un petit peu avec Kamal dans nos échanges quelles sont leurs problématiques et comment effectivement comment vous surmontez un peu tout ça et comment finalement ça finit par fonctionner, quoi. Alors Amal, donc je disais, tu accompagnes les créateurs de crèches. Anciennement, tu étais dirigeante également de plusieurs micro-crèches Mmh. et tu es aussi autrice d'un podcast qui s'appelle Référence Petite Enfance. Donc Exactement. podcast qui porte sur les Le crèches. travail en crèche, ouais. Exactement, Henrik, quand tu D'accord. m'as proposé de venir sur le podcast, Conciergerie de rêve, moi aussi je me suis dit: «Mais quel rapport avec les crèches?» Mais en fait, je crois qu'il y a quelques points communs. Bon, déjà parce qu'on est entrepreneur et donc être entrepreneur, ça crée des liens, donc on a tous un petit peu les mêmes problématiques en tant qu'entrepreneur et puis, je pense le service aussi, être au service des autres, ça fait, écho à ce que nous on fait dans les crèches. Ouais, tout à fait, on y viendra, mais effectivement, nous, en tant que conciergerie Airbnb, c'est vrai qu'on est assez souvent comparé à du service à la personne, alors même si c'est pas exactement ça, mais on est un peu comparé à ça. Et le service des crèches, on va en parler probablement tout à l'heure, mais est-ce qu'on le compare aussi à du service à la personne? Justement, ça faisait partie des questions, donc on va pouvoir échanger un peu là-dessus. Peut-être très rapidement, donc je t'ai présenté assez rapidement. Est-ce que tu peux, peut-être que Ouais. pour on en sache un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi tu as décidé de te lancer dans les métiers liés à la petite enfance, en fait, hein? Ouais, bah, au départ, j'étais fiscaliste, donc je travaillais dans des grands groupes et ça, j'ai fait pendant quelques années, tu vois? Disons, 7-8 ans et puis, je m'ennuyais quand même, pas mal et je me suis rendu compte que c'était pas franchement le rêve de travailler dans un grand groupe, dans un bureau derrière mon ordinateur toute la journée, avec des chiffres et que j'avais l'impression d'être, un chiffre, un numéro moi-même. Il y avait pas beaucoup d'humain. Quand j'ai eu ma fille, en 2007, j'ai découvert, le monde de la petite enfance parce que voilà, j'étais amenée à la déposer à la crèche et cetera donc ça a été, la découverte de ce monde, de petites structures à taille humaine où on rencontre des gens et puis je me suis investie en tant que bénévole dans son association de crèche et j'ai découvert le métier en tant que bénévole. Je trouve que le monde associatif, ça permet de découvrir, pas mal de choses, d'apprendre de nouveaux métiers et donc j'ai été bénévole plusieurs années et j'ai appris le métier et j'ai décidé de me professionnaliser dans le secteur de la petite enfance en tant que gestionnaire de crèche. Donc j'ai commencé, tu vois, comme ça, en 2007 et j'ai créé vraiment mon entreprise de crèche en 2013 et j'ai ouvert ma première micro-crèche en 2014 et puis j'ai ouvert 10 crèches entre 2014 et 2021 et j'ai vendu mon entreprise en 2022.
Voilà, après ça, tu vois, j'ai créé mon podcast, fin 2022 qui s'appelle «Référence petite enfance» pour donner plein de conseils et du contenu parce que c'est vrai que dans les crèches et les micro-crèches, on n'a pas énormément de contenu, spécialisé et donc moi, ça me manquait quand, j'étais gestionnaire. Donc je me suis dit: «Bah, maintenant que je suis plus gestionnaire, je peux, délivrer tous mes secrets de fabrication. Il y a plus de problème de concurrence pour moi». Et vu que j'avais énormément investi dans la recherche de solutions et cetera, je m'étais fait beaucoup accompagner, enfin voilà, j'avais beaucoup investi. Donc j'avais pas mal de choses à partager et le podcast, ben, tu vois, il a 2 ans maintenant. Il a cumulé plus de 52 000 écoutes. Il fonctionne bien, donc pour un podcast de niche, c'est, un bon montant d'écoute, même si, ça peut paraître un petit montant. Mais voilà, comme c'est un podcast qui s'adresse exclusivement aux professionnels de la petite enfance, ça fait quand même, un succès pour nous. Et puis, tu vois, ensuite, on m'a demandé, des conseils. Donc, je me suis mise à faire du conseil et j'ai créé avec, mon associée Aurélie, on a créé, Référence Petite Enfance, la société de conseil. Donc maintenant, on aide aussi les créateurs de crèches et les gestionnaires de crèches. OK, OK, ça marche. Ouais, donc beau parcours en tout cas, parce qu'il y a pas mal d'éléments, qui vont aussi nous intéresser en tant qu'entrepreneur déjà, hein, au sens large. Le fait qu'effectivement finalement tu démarres un petit peu petit à petit, heu, Mmh. tu deviens, créatrice de ta crèche et puis finalement tu finis par en avoir plusieurs Ouais. à gérer et puis après tu revends. Ça aussi c'est un point qui est super intéressant, pour beaucoup d'entrepreneurs parce que, pense pas toujours justement à la vente de son entreprise. Euh, alors moi, je dis toujours à tort, parce que je dis beaucoup ça justement dans mes accompagnements, et qu'on doit justement avoir cette vision long terme de à quel moment je veux revendre et comment, et bref. Enfin, justement, toi, tu l'as fait et ça va être un point qu'on va pouvoir aborder. Euh, Peut-être pour démarrer, alors, tu l'as dit, tu as eu ta fille et ce qui t'a amené de manière assez naturelle vers les métiers de la petite enfance, mais c'est quoi qui t'a attiré au point d'aller dans une association et après de te professionnaliser dans le sujet? Moi, c'est vraiment un chemin, tu vois? Parce que je suis arrivée là parce que j'avais ma fille inscrite dans cette crèche. Donc je dirais que j'ai pas eu d'attirance, à un moment, je me suis pas dit: «Tiens, je vais aller faire ce métier». Mais c'est vraiment, un chemin de vie, j'ai découvert, ce métier-là, de mon expérience de mère et ensuite, comme c'était une association et que, bah, ils invitaient tout le monde à participer, pour, améliorer la gestion et que moi, j'étais quand même dans un service de gestion administrative et financière, donc j'étais dans une direction financière de grands groupes. J'avais des choses à apporter donc tu vois, c'est le fait de me sentir utile qui a fait que je me suis investie dans cette association. Il y avait vraiment des grosses difficultés de gestion et il y avait un risque de faillite. Donc le fait de devoir redresser l'association, moi, ça m'a vraiment, beaucoup intéressée et donc voilà, la recherche de solutions, tu vois? Trouver des financements, trouver des solutions, améliorer la gestion, c'était vraiment, je pense ça qui m'a, accrochée et le fait que ce soit une petite structure où tu te sens tout de suite utile, tu sais tout de suite, pourquoi tu fais les choses. Ouais, tout à fait, ce que tu disais, tu étais dans un grand groupe avant, hein, au niveau Ouais, professionnel. avant j'étais dans un très grand groupe, industriel donc tu vois, je me sentais moins utile Ouais. et je voyais moins le sens de ce que je faisais. Je voyais pas en fait, le lien entre ce que je faisais au quotidien et ce que ça avait comme impact. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a tous, enfin, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce parcours enfin, moi, c'est mon cas, hein, on sortait de très grosses entreprises où, il y avait des avantages, on va pas se le cacher, hein, mais il y a, le manque de sens, le manque de ouais, comme tu dis, d'impact, c'est les actions qu'on mène au quotidien, enfin, on voit pas On sait de pas à quoi résultats. ça sert. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être hyper frustrant et voire, parfois ça peut être, enfin, ça peut amener à vraiment un souci personnel qui peut être, assez Ouais, fort. à de la Ça pour démotivation, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça et ce que tu dis là, en tout cas, me parle beaucoup parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu d'une autre manière, mais en tout cas, voilà, en étant dans un grand groupe avant, je vois très bien de quoi tu parles. Hem et du coup, tu dirais là, en termes de satisfaction personnelle, professionnelle, on va le voir un petit peu après, mais en termes de satisfaction personnelle, qu'est-ce que ça t'a apporté, en toi, en tant que personne justement de travailler dans une association déjà dans un premier temps et peut-être d'avoir un petit peu sauvé un petit peu cette association, quoi? Alors l'association, c'était assez, riche et intense, donc moi ça m'a inspirée, ça m'a donné beaucoup de force pour, apprendre un nouveau métier. C'était, beaucoup d'humanité, beaucoup de liens. Il y a eu des bons moments, il y a eu aussi des très mauvais moments. Je pense que l'associatif, c'est quand même très lourd à porter. Moi, j'ai été présidente de cette association pendant plusieurs années et donc bah, tu dois, porter un peu les gens à bout de bras, motiver les gens,
tu prends beaucoup de critiques en tant qu'élu. Donc voilà, quand tu es élu, bah, il y a toujours quelqu'un pour dire que ce que tu fais, il l'aurait mieux fait que toi. Mais bon, il y a plus personne quand il faut, se proposer pour, se faire élire. C'est un peu pareil dans les copropriétés, dans les mairies, enfin voilà, c'est ce rôle en fait, qui est assez, lourd à porter parce que, tu es élu, tu portes le dossier, mais tu te fais tout le temps un peu, tu te fais tout le temps un peu, balancer, dessus, par les gens qui pensent qu'ils pourraient être calife à la place du calife. Donc l'associative, voilà, je pense que j'ai donné et je pense pas que j'ai envie d'y revenir, tu vois? Mais c'est vrai que ça a été une grande opportunité pour moi, parce que j'ai appris un métier comme ça, quoi. Donc vraiment l'associatif, je pense que c'est plein d'opportunités. Il peut y avoir des très bons moments et puis, bah, il y a voilà cette, gouvernance de l'association qui est très lourde à porter. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est ouais, c'est ça qui te met le pied à l'étrier, de te dire à un moment donné, voilà, c'est, quelque chose que j'aime faire, qui me marque et j'ai envie d'aller plus loin, c'est ça que tu t'es dit, Après voilà, moi j'étais dans le bain, en fait, quand tu es dans la petite enfance, il y a beaucoup de réglementations et beaucoup de partenaires institutionnels. Une fois que tu connais tout ça, que tu es, inséré dans ce milieu, que tu connais les voilà la CAF, le département et toutes ces institutions-là, bah, c'est là que, tu es dans un secteur, tu es dans un réseau Ouais, professionnel et la CAF, bah, la personne avec qui je travaillais à la CAF m'a dit: «Bah, vous devriez ouvrir votre propre microcrèche» parce qu'elle voyait bien que l'associatif, c'était quand même assez pesant et que je pouvais pas me rémunérer non plus, à hauteur d'un vrai salaire et du coup, elle m'a poussée, le maire de ma ville aussi m'a poussée donc avec toutes ces personnes qui me poussaient vers l'avant, bah, j'ai été propulsée, on va dire et j'ai ouvert ma première microcrèche à Fontenay-aux-Roses dans le 92 en janvier 2014. OK, ouais, c'est vrai. Ah, bah, en fait, ce qui est top et je fais déjà un parallèle, hein, avec ce qu'on vit nous en tant que conciergerie. Là, pour le coup, c'est vrai que les communes, les villes sont, ben, une grande partie prenante, hein, sur les crèches parce qu'en fait, on touche directement à leur électorat, hein, on peut le dire comme ça. En fait, on va les toucher à leur électorat, à la vie de leurs électeurs, à leur, ouais, à leur quotidien, en fait et donc Bah, je savais pas que vous aviez un lien vous aussi dans les conciergeries avec les mairies. complètement, je sais pas, alors tu suis peut-être pas l'actualité, cette actualité-là, parce que c'est pas ton domaine, mais pour te donner un exemple, il y a la ville de Paris, je crois, qui a fait de la communication en disant, on va découper toutes les boîtes à clés, qu'il y a dans Paris, parce qu'en fait, les gens, les propriétaires ou les conciergeries d'ailleurs, laissent des boîtes à clés sur le mobilier urbain, donc sur des barrières, tu vois, ou sur ouais, du mobilier urbain, des abribus par exemple aussi, hein, on voit des trucs de Ouais, fou. d'accord, qui leur Les gens laissent des appartiennent pas. Exactement. Donc, il laisse des boîtes à clés pour que le voyageur bah, vienne, tape son code, récupère la clé dans la boîte à clés, et puis rentre dans l'appartement, en fait. Enfin, dans l'immeuble et dans l'appartement. Pour plein de raisons techniques, certains ont décidé de prendre cette option-là. Sauf qu'en fait, on braque les mairies contre nous, quoi. Parce qu'en fait, Bah, oui, bien sûr. on va aller utiliser du mobilier urbain qui ne nous appartient pas. Et en fait, on se met à dos nos parties prenantes et qui sont, pour le coup, moi je dis toujours partenaires, hein, même. Oui, c'est-à-dire que Comme, toi, quand tu crées ta conciergerie, tu vas aller rencontrer le maire de la ville, les services, d'urbanisme et tout ça? Alors, moi, je ne l'ai pas fait directement, mais l'urbanisme, c'est un passage obligatoire pour nos propriétaires, puisqu'ils doivent déclarer leur logement. Et après, il y a plein de zones. Alors, moi, je suis en région parisienne, donc ça a moins de sens commercialement dans ma zone, mais il y a plein de zones où c'est très intéressant d'aller voir la mairie pour se faire connaître, en fait. Ouais. Pour dire, voilà, on existe, il y a bien une conciergerie, on fait de la location courte durée. Et, et c'est commercialement super intéressant de le faire parce que tu as des mairies qui sont qui leur permet de faire vivre leur ville au travers de ça aussi, quoi. Donc, tu vois, je vois vraiment ce parallèle de parties prenantes euh, que tu décris là par rapport à ce que nous on vit. On est complètement dans le même domaine, quoi. Donc c'est assez marrant justement de voir ces parallèles. On va en faire tout au long de ce live, hein, donc c'était aussi un peu l'objectif. Mais ok, bah, je comprends du coup sur comment tu as démarré dans ce secteur. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la première séquence finalement de ce talk show. C'est ce que j'appelle la séquence du pitch. Donc pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, donc le pitch, ça va être donc Amal qui va nous pitcher finalement son activité. En général, je laisse à peu près 2 minutes maximum. Donc après, ça Ouais. dépend de la longueur de ton pitch, je te laisse faire. Moi, je vais L'idée, être rapide, t'inquiète. c'est ok. Voilà, l'idée, c'est d'être assez court, mais évidemment, je vais rebondir sur ce que tu vas dire et je Ouais. pense qu'on aura plein d'échanges
sur ton activité. Alors, l'idée, c'est que tu nous pitches peut-être plutôt ton activité d'accompagnatrice de. D'aujourd'hui, ouais, ouais. Oui, c'est ça. J'aurais pu te pitcher l'activité de micro-crèche, mais je vais te pitcher plutôt ce que je fais aujourd'hui. Donc maintenant, je suis conseil en accompagnement pour les gestionnaires de crèches et les créateurs de crèches. Donc tu vois, j'accompagne des gens qui, comme moi à l'époque, ont envie de créer aujourd'hui leur, micro-crèche et je les aide, à vraiment mettre en place les bons process depuis le début. Donc on a, toute une méthode avec, Aurélie, chez Référence Petite Enfance. Donc, une méthode de travail qui permet d'installer tout de suite dès que tu commences, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la recherche de tes locaux, jusqu'à l'ouverture de ta crèche. Eh bien, on va mettre en place tous les process pour, gérer ta crèche dans les meilleures conditions, pour avoir les meilleures performances en termes de qualité d'accueil, en termes de gestion des ressources humaines et en termes de résultats financiers pour pouvoir, toujours réinvestir dans la qualité d'accueil. Et puis quand on a des gestionnaires de crèches qui, ont déjà leur crèche, mais qui ont pas forcément les bons process, qui ont besoin de prendre, un peu plus de temps pour eux, qui se sentent, noyés par, tu vois, la tête dans le guidon, la solitude de l'entrepreneur, ben, plein de problèmes, peut-être financiers, de problèmes commerciaux parce que, bah, c'est pas des commerciaux donc c'est difficile, il faut remplir ses crèches, il faut tout le temps être en état de vente. Et puis plein de turnover qui est lié, aussi à la pénurie de professionnels. On a une très grosse pénurie de professionnels, on est en crise en fait dans le secteur des crèches. Donc ces gestionnaires de crèches-là, on les aide. En fait, on prend leurs problématiques et on les résout, une par une, avec, nos techniques de travail. On a vraiment développé un outil, et une technique de travail qui leur permet d'améliorer leur situation assez vite et de façon assez, fulgurante. OK, Voilà. OK, super. Hem, donc tu accompagnes donc dans un premier temps, je vais me pencher sur les créateurs de crèches. Hem, un créateur de crèche aujourd'hui, enfin, c'est quoi un petit peu le parcours d'un créateur de crèche aujourd'hui? Enfin, Alors comment. son parcours en général, souvent c'est quelqu'un qui est, dans un autre secteur d'activité et qui a envie de se reconvertir, comme moi je l'ai fait. Il y a aussi des professionnels de la petite enfance qui ont envie de devenir indépendants parce qu'ils ont un rêve d'une crèche qui n'existe pas, enfin qui ne trouvent pas en tout cas dans leur, périmètre, donc ils cherchent le travail qui leur convient, puis, au bout d'un moment ils se découragent un peu de le trouver et puis au bout d'un moment, ils se disent: «Tiens, mais moi aussi je pourrais créer ma propre crèche». Ça peut être aussi, parce qu'ils ont envie d'indépendance, parce que voilà, une infirmière, une éducatrice, quelqu'un qui a travaillé sur le terrain et qui a été salarié longtemps, qui a envie d'avoir, son indépendance. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 cas, soit le professionnel de la petite enfance qui veut, avoir sa boîte et mettre en place ses idéaux pédagogiques, soit, la personne qui a été peut-être plus dans un autre secteur, souvent ça peut être des cadres et qui se dit: «Tiens, ça a l'air super chouette d'avoir une crèche» et donc là, on est, sur un profil d'entrepreneur qui est pas forcément du métier. Ouais, d'accord, d'accord. Dans les reconversions, tu as des profils qui ressemblent peut-être aux tiens, c'est-à-dire des gens qui étaient anciennement salariés, et puis Oui, oui, qui. c'est ça, ouais. Tu as beaucoup de profils, comme ça, ouais. Des cadres, des gens qui ou alors des gens qui ont dirigé, des services et donc ils ont déjà cette fibre de manager. Voilà, donc là, par exemple, on a une directrice d'EHPAD qui est en train d'ouvrir ses propres crèches, qui s'appelle Charlotte et qui va ouvrir, Charlotte et chocolat, vers Avignon. Donc c'est une super entrepreneuse, elle est hyper chouette. On a Cathy en région parisienne qui va ouvrir les crèches Les Bourgeons et qui elle, était dans la direction financière d'un groupe pharmaceutique. D'accord. Voilà, donc on a différents types de profils. On a Lucie qui, bah, travaille dans le BTP avec son mari et qui a envie d'avoir sa propre boîte qui va du coup, devoir, peut-être, laisser un petit peu, son mari se débrouiller un petit peu plus sans elle dans la boîte, familiale, pour ouvrir une micro crèche qui s'appelle Ubique, vers la région vers Sens, donc en région parisienne. Voilà, donc tu vois, on a eu Barbara aussi qui a ouvert une microcrèche Les Papillons Dorés à Tours, enfin à Château-Renaud, dans la région de Tours et elle était infirmière donc elle avait déjà un diplôme qui correspond au Caire mais elle était pas dans les crèches. Donc tu vois, on a différents types de profils. Ouais, ouais, OK, OK. Ouais, c'est vrai que déjà, je profite déjà pour faire un premier parallèle. C'est vrai que dans la conciergerie Airbnb, on retrouve aussi, beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Reconversion. Mmh. Moi, ça a été mon cas, je pense que c'est le cas de, alors je vais pas dire la majorité, mais il y a quand même une bonne partie, de personnes qui se reconvertissent. Alors peut-être J'imagine.
ouais, pour des raisons un peu différentes, je pense, d'Étienne. On en parlera tout à l'heure un petit peu de comment on gagne de l'argent avec une crèche, mais enfin le business model d'une crèche, mais c'est vrai que nous, on est sur de la conciergerie Airbnb, du service. La barrière à l'entrée est assez basse, en fait, si j'exclus la partie vraiment formation. Ouais. Elle est assez basse, il n'y a pas besoin de gros financement pour démarrer. Alors, je ne sais pas si pour une crèche, justement, c'est peut-être différent, justement. On va en parler ensuite. Mais en effet, du coup, le fait que sa barrière soit basse fait qu'on a beaucoup de personnes en reconversion, du coup, qui Ouais. s'orientent potentiellement vers ça parce que bah, c'est une possibilité qui s'ouvre assez, pas naturellement, en tout cas, qui s'ouvre à eux, quoi, qui peut Bah, s'ouvrir à c'est eux. vrai que moi, quand j'ai commencé à l'époque, il y avait pas une très grosse barrière à l'entrée financière, donc moi, j'ai investi très peu d'argent, dans ma crèche de départ. Bon, après, j'ai réinvesti, tout ce que je gagnais dans la crèche, mais moi, à titre personnel, quand j'ai démarré, j'ai mis, 10 000 € dans ma boîte de crèche et j'ai eu, j'ai emprunté bien sûr, parce qu'il y a quand même des gros investissements. Tu dois à peu près, investir 200 000 € dans l'ouverture d'une crèche, voire plus. Et puis à l'époque, on avait des financements, publics. Donc moi, de 2014 à 2017-18, j'ai eu des subventions pour ouvrir des crèches et après j'ai dû ouvrir des crèches en autofinancement parce que les financements, se sont taris pour les microcrèches. Donc aujourd'hui, quand tu ouvres une microcrèche, tu n'as plus, ces subventions. Donc tu dois mettre un petit peu plus et puis emprunter. Voilà, tu es pas obligé de mettre énormément d'argent, mais tu vas devoir beaucoup emprunter et de ce fait, bah, probablement être caution solidaire de ta boîte. Donc tu prends quand même, des risques personnels. Je pense que c'est plus engageant Ah, que la complètement. conciergerie quand même. Ah oui, carrément, carrément même. Justement, moi, dans la conciergerie, ça arrive rarement, mais s'il y a des gens qui ont besoin de faire un emprunt, c'est en général, c'est des gens qui ont une vision assez lointaine hein, de leur entreprise, et c'est tant mieux. Une C'est vrai ambition assez forte. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc après, c'est vrai que ceux qui envisagent de devenir caution solidaire de leur entreprise, je leur demande de réfléchir quand même un paquet de fois avant de le faire. Mais oui, en effet, ouais, on est sur, pour le coup, ça, la barrière à l'entrée est complètement différente, en effet. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais je sais pas, il y a peut-être, comme tu dis, il y a les locaux, il y a les salariés, enfin, voilà, il y a plein de choses que nous, on n'a pas dans nos conciergeries, pour le coup, qui fait que la barrière financière, en tout cas, est quand même plus basse. Je pense que c'est ça, en tout cas, nous, de notre côté, qui attire de la reconversion, ou par rapport à la crèche, en tout cas, ce que tu me décris là, et ce que j'ai l'impression de comprendre, je pense qu'il y a une vraie vocation, les gens qui se Oui, reconvertissent. il y a beaucoup la passion, ouais, la vocation, l'idéal, humain de se dire, que tu vas pouvoir impacter la vie des enfants ou des familles. Il y a des gens, c'est plus les familles Ouais, parce qu'en tant que parents, ils ont eu du mal à s'organiser et il y en a, c'est vraiment la passion de l'enfance, vouloir, favoriser le développement de l'enfant. Mais c'est vrai que c'est un très gros volet, de la volonté de créer une crèche, quoi. ouais, ok, ok. Euh, Peut-être pour revenir un tout petit peu sur, du coup, sur ton activité actuelle et sur ton pitch, justement. Euh, Aujourd'hui, les personnes que tu accompagnes, c'est quoi un petit peu bah, leur demande numéro un, celle qui revient à chaque fois, la raison pour laquelle ils te sollicitent, en fait, c'est quoi Alors, leur c'est un on va petit dire? peu différent entre les créateurs et les gestionnaires, bien sûr, mais je dirais que c'est beaucoup la solidité financière. Ils ont peur quand même, dans un cas comme dans l'autre, de la crise, parce que c'est une crise aujourd'hui qui touche un peu tous les secteurs, mais qui est très forte aussi dans le secteur de la petite enfance. Donc se dire: «Bah, est-ce que ça va être pérenne? Est-ce que je vais, réussir à maintenir, mon équilibre financier?» Donc ils ont beaucoup cette peur en la corrélant avec le maintien d'une bonne qualité d'accueil. C'est-à-dire comment je fais pour faire toujours plus de qualité avec, une rentabilité, certaine? Parce que, bah, la peur, c'est de se dire: «Bah, pour maintenir un équilibre financier, je vais devoir rogner sur la qualité» et donc ça, c'est je pense vraiment le pire qui puisse arriver, quand tu crées ta crèche, c'est de te dire que tu vas devoir économiser sur la qualité d'accueil. Donc voilà, les gens qui viennent me voir, moi, ils savent que je suis quelqu'un qui, prône vraiment la qualité d'accueil. Donc ils vont pas venir me voir pour, trouver des sources d'économie, tu vois, un peu low cost. Ils savent que c'est pas mon truc et ils iront peut-être voir d'autres gens, mais moi, quand on vient me voir, c'est plutôt pour trouver les solutions pour allier qualité et équilibre financier, quoi. Pouvoir vraiment, trouver les bons leviers pour que les enfants soient bien accueillis et qu'on arrive quand même à maintenir cette bonne santé financière de l'entreprise. Ouais, ok, ouais, ouais, je comprends. Ouais, parce Ils ont que, peur aussi alors toi, beaucoup, tu as en plus, je t'ai coupé. Ils ont peur aussi beaucoup des réformes, de tout ce qui est réforme.
On a, dans cette crise, on a aussi beaucoup de réformes en cours et donc ils viennent aussi beaucoup me voir en me disant: «Je sais pas ce que je dois penser de la réforme en cours, le projet de réforme, le projet de loi, le projet de décret, est-ce que ça va nous tomber dessus? Est-ce qu'on va, tous mourir? Qu'est-ce qui va se passer?» Oui, oui, oui. Bah, du coup, alors je voulais en parler un tout petit peu après, mais comme tu en parles là, alors peut-être sans rentrer dans le détail technique, mais plutôt pour faire le parallèle avec nos métiers de conciergerie, ça va être quoi l'impact des réformes en cours là, par exemple, qu'est-ce que ça Alors change? nous, dans les crèches, il y a eu bien sûr, un livre qui a émergé, suite au livre qu'il y a eu sur les EHPAD. Donc, c'est le même auteur, c'est Victor Castanet qui avait écrit, Les Fossoyeurs et donc il a orienté son livre suivant sur les crèches, donc ça s'appelle Les Ogres. Je trouve que les titres sont bien trouvés, dans un cas comme dans l'autre et donc ce livre, bah, il fait suite à toute une autre crise, hein. Ce n'est pas le livre qui a créé la crise. Il y a eu un meurtre dans une crèche en 2022 d'une petite fille qui a été tuée dans une crèche à Lyon. Ensuite, il y a eu des enquêtes, qui ont été menées par, l'IGAS, donc qui est un service de l'État. Et puis, il y a eu différents livres et cetera, des reportages, enfin voilà. Ce qui fait que, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, dans une conjoncture de méfiance à l'égard des crèches et des crèches privées, en particulier parce que, bah, c'est très, propre à notre, société française, l'opposition droite-gauche, privé-public et cetera. Donc c'est vrai que les crèches privées sont plus clouées au pilori et puis parce qu'elles ont été aussi, on va dire qu'il y a eu un amalgame avec un grand groupe qui s'appelle People and Baby qui a été dénoncé justement dans le livre Les Ogres et comme c'est une crèche privée, bah, ça a un petit peu jeté l'opprobre sur le secteur tout entier. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté, de réformer les crèches pour, aboutir à des comment dirais-je? Des garanties de qualité et bon, on est bien en peine aujourd'hui de dire quelle réforme pourrait garantir la qualité. Donc il y a des projets de réforme. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont résoudre, le problème de qualité. Voilà, pour résumer, on a, un problème d'hétérogénéité de la qualité d'accueil. Donc on peut pas, tu vois, on a du mal à dire que, dans n'importe quelle crèche, on va avoir le même service et je pense que c'est ça le problème, Ouais, c'est que, tu vois, en tant que parent, tu aimerais ouais, bien te dire: «Bah, que j'aille, dans cette crèche-ci ou la crèche B ou la crèche A ou la crèche Y ou Z». Tu voudrais avoir la garantie que tu vas avoir à peu près le même niveau de qualité et aujourd'hui, c'est très hétérogène et donc la recherche, c'est ça, c'est de se dire, comment on fait pour obtenir, le même niveau de qualité. Mais aujourd'hui, les réformes qui sont proposées, elles vont être très dures pour les crèches parce qu'elles vont, augmenter beaucoup les coûts. On n'a pas vraiment l'impression, nous, en tout cas les gestionnaires, que ça va réellement résoudre les problèmes de qualité. On a juste l'impression que ça va juste augmenter les coûts et on voit pas très bien comment on va augmenter les ressources, en face des coûts pour, payer tous ces coûts, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair, mon résumé. ouais, non, en fait, ce que je comprends, c'est que, oui, il y a des changements réglementaires pour, rendre plus homogène effectivement la qualité de l'accueil. Alors ça c'est un truc qui nous parle ça, nous, les conciergeries, justement, la qualité de l'accueil, l'homogénéité de l'accueil. C'est un truc qui nous parle beaucoup ça, parce que, dans les biens qu'on gère, on veut justement avoir quelque chose de complètement homogène, même si les biens peuvent être complètement différents les uns des autres. En tout cas, on veut que le niveau d'accueil soit à la hauteur de ce que les gens vont Bah, payer. oui, oui, je comprends, ouais. Ça peut paraître trivial, hein, si mes auditeurs à moi écoutent ce podcast, ils vont se dire, «Mais ils peuvent pas comparer, le Airbnb à l'accueil des enfants», donc je comprends en fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus sensible pour l'accueil des enfants, mais il y a cette notion d'accueil et c'est vrai que moi quand je pars, en vacances, si je loue, un bien, bah, j'y mets quand même, une somme importante. C'est mes seules vacances de l'année et cetera. Donc si, quand j'arrive, c'est sale, ça correspond pas à ce que je voulais louer et cetera, bah, ça va avoir un impact quand même important, sur moi et sur ma famille, mes enfants, enfin voilà, mes vacances. Donc je pense que même si ça peut paraître un peu plus trivial, je pense qu'il y a quand même effectivement, l'importance de la qualité de service qui est derrière tout ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que, dans les crèches, on parle de nos enfants, donc c'est juste, c'est le truc auquel on n'a pas le droit de toucher, quoi, entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus sensible, comme tu disais, et du coup, on est beaucoup plus attentif, en effet, à la qualité de l'accueil. Euh, mais voilà, ça c'est pour faire un petit peu ce parallèle où nous, on va dire plus commercial, on va dire, on est dans une branche plus Ouais. commerciale par Mmh. rapport à ça. Ou toi d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs les crèches, on le met dans le domaine de la santé ou vous le mettez dans quel domaine d'ailleurs?
En fait, on est dans le code de commerce et dans le code de la santé publique. Donc on est en tant que crèche privée, on est catalogué commerce, ce qu'on nous reproche. Donc, si tu veux, c'est assez compliqué parce qu'on nous a, nous, en fait, les gens qui ont ouvert des crèches, on nous a sollicités, hein, dans les années 2000. On a dit: «Ah, il y a pas assez de crèches». Donc, Ouais, vu que les mairies n'arrivaient plus à ouvrir de crèches, on a dit: «On va ouvrir au privé». Donc on a fait appel au privé en disant: «On ouvre le statut», dans le code de commerce, on ouvre le statut, voilà, de crèche privée. Et puis maintenant, on nous décrit en disant: «Oh là là, mais c'est du commercial, c'est pas humain, c'est pas bien, c'est pas» voilà. Parce que c'est vrai que c'est de la santé, c'est du care, mais c'est un peu injuste parce qu'en fait, l'entrepreneur de crèche, lui, il répond à une demande, il répond à un besoin et voilà, 20 ans après, l'ouverture au privé, on se fait un peu, cracher dessus donc c'est un peu tendu en ce moment, hein, je t'avoue. ouais, ouais, bah, j'imagine. Mais c'est vrai que, ben, il y a tout l'aspect humain que tu dis là et évidemment, on comprend tous. Et donc je fais un parallèle très, humble avec notre avec notre, modèle de conciergerie. Mais, ouais, c'est vrai que, heu, aujourd'hui, les conciergeries d'ailleurs Airbnb d'une manière générale, avant même de parler des conciergeries, c'est quand on dit Airbnb dans l'opinion publique, pour ceux qui ne sont pas forcément hyper informés, c'est vrai que, c'est un peu le diable, quoi. Ah oui? C'est le capitalisme américain, qui vient empêcher les gens de se loger. Donc tu vois, c'est un truc, Empêcher les gens de se loger et peut-être aussi, les commerçants français, d'origine traditionnelle, les hôteliers. alors ouais, alors en plus, il y a tous les lobbies hôteliers, qu'on vient perturber effectivement et c'est vrai. Par contre, c'est une réalité, c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent avec cette arrivée-là, c'est une certitude. Et dès que ça bouge, ça gêne ceux qui avaient un peu les monopoles, c'est une évidence. Donc, Ouais. effectivement, il y a ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que nos services sont parfois vus comme étant, ouais, comme étant un peu le diable, en fait. On n'est pas C'est forcément sur. diabolisé. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on fait de la location courte durée grâce à Airbnb, mais pas que, hein, il n'y a pas que Airbnb. Mais on fait de la location courte durée. Il y a des endroits où on fait de la location courte durée de manière historique, bien avant qu'Airbnb arrive. Je pense à la montagne, je Oui. pense aux stations balnéaires. Enfin, je veux dire, enfin, on a tous, pour ceux qui sont allés dans ce type de lieu, on connaît tous justement, je vais louer mon appart à la montagne ou je vais louer mon appart au bord de la mer. Enfin, on connaît ça. Donc, c'est de la location courte durée. Le camping, c'est de la location courte durée. Donc, on voit bien que ça existe depuis très longtemps. Et le diaboliser, en fait, c'est juste. Enfin, voilà, il y a une question d'opinion publique, il y a de la politique là-dedans. Tout vient s'en mêler. Donc, alors moi, je ne fais pas de politique, hein, qu'on soit quand même clair. Mais voilà, n'empêche Mais qu'on est tu obligé penses de se. que ça va se réguler et qu'il va y avoir un équilibre, qui va permettre d'éviter aussi que les villes, se retrouvent, peut-être vidées de leur, population, au profit du tourisme? Ouais, enfin, de toute façon, je pense que c'est comme tout, quoi. À partir du moment où il y a une opportunité, il y a des extrêmes tout de suite qui se créent, quoi. C'est des extrêmes d'un sens, c'est-à-dire il y a effectivement des villes où il y a énormément de locations courte durée. Et pour le coup, vraiment, ça prive les gens qui voudraient se loger en longue durée. Mais c'est parce qu'aussi, il y avait une demande qui était peut-être moins présente. Mmh. Alors que sur le tourisme, c'était une opportunité de développer la ville, de développer le commerce. Voilà. Donc, du coup, encore une fois, comme tu dis, ça répond à une demande, hein, tout Ouais. simplement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits où ça a été dans des extrêmes. Je discutais avec une conciergerie qui me disait que dans sa ville, c'est une petite ville qui est pas très loin de la mer, à un quart d'heure de la mer. Et effectivement, il y a dans sa rue, 80% de sa rue, c'est que de la location courte Mmh. durée sur 365 jours de l'année. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, il y a un déséquilibre qui se crée dans ces cas-là. Euh, Ouais. Voilà, donc il faut mixer, enfin, il faut réussir à réguler ça côté mairie de manière, voilà, de manière cohérente pour que le territoire soit utilisé de manière cohérente pour tout le monde aussi, quoi. Donc ça, tout ça, ça se comprend, hein, il y a pas de, moi, en tout cas, moi, j'ai pas de tabou là-dessus, je le comprends complètement, qu'il y ait une régulation. Et après, il faut aussi répondre aux besoins des entre guillemets, des clients, des consommateurs, des mairies, des parties prenantes. Enfin voilà, faut répondre à tout ça. Donc, quand il y a des mairies qui aiment bien avoir des touristes parce que ça fait de la taxe de séjour et donc des revenus pour la mairie, ça se comprend. Ça se comprend complètement, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est vrai qu'on apporte ça et malheureusement, on est aussi pas bien vu par rapport à ça. Donc, en fonction des villes, bien évidemment, je ne vais pas généraliser.
parce que c'est vraiment, quelques villes et en réalité, je pense qu'en majorité, ça passe quand même pas si mal que ça, mais voilà. L'effet de communication, l'effet politique, voilà, fait que ça fait ça. Bah, tu vois, quand tu disais l'exemple tout à l'heure du livre qui est sorti, bah, là, c'est Ouais. typiquement, tu vois, un livre qui sort et qui fait, des vagues dans l'opinion publique, quoi. Donc, et pourtant, c'est pas la majorité. En tout cas, j'en suis persuadé que c'est pas la majorité, que, et encore heureux d'ailleurs, parce que des meurtres dans les crèches, si c'est la majorité, on doit tous être inquiets. Donc, Non, mais bon, c'est voilà. une enquête, qui révèle des choses. Après le livre, il est intéressant, il apporte, des éléments, mais c'est juste que tu peux avoir des éléments, intéressants dans un livre sans pour autant que ça génère, comment dire? De vraiment jeter l'opprobre sur tout un secteur et de stigmatiser, en fait, tout un secteur. Là, aujourd'hui, on n'entend plus parler des microcrèches, on entend parler des microcrèches privées lucratives. Tu entendras plus, dans la D'accord. bouche d'un politique, il va jamais te dire, microcrèche, il va te dire microcrèche privée lucrative et c'est vrai que pour les gens qui ont créé leur crèche, c'est très stigmatisant, c'est très vexant et il y a beaucoup de patrons de crèches en ce moment qui souffrent de ça, de cette mauvaise image. C'est pas agréable quand tu bosses beaucoup pour, le bien commun et que tu te fais tout le temps crier dessus, critiquer en tout cas de Ouais. façon très dénigrante, quoi. Le dénigrement, je pense que ça fait partie quand même, des facteurs, de burn-out, enfin voilà, de mal-être en tout cas professionnel. Ouais, très parce que du coup, dans le mot, microcrèche lucrative, c'est le lucratif, j'imagine, qui pose problème et en fait, on l'oppose à, accueil des enfants, quoi. C'est un peu ça, quoi, j'imagine, c'est un peu ça le problème. On va sous-entendre que si tu es dans un secteur lucratif, c'est que, tu veux te faire de l'argent sur le dos du bénéficiaire du service. Alors que, bah, non, en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas le cas de la majorité des gens et qu'en effet, il y a pu avoir des dérives à une époque parce que, bah, c'est comme tous les métiers qui démarrent, il faut réguler les métiers et aujourd'hui, c'est plus le cas de toute façon, on peut plus vraiment, se faire comment dirais-je? De l'argent, en ouvrant une crèche comme ça, en faisant du low cost, enfin ça tu peux pas faire ça aujourd'hui, c'est d'abord, tu peux gagner ta vie, mais de façon, rationnelle en Ouais. enfin, il y a plus ce côté, tu vois, un peu, bulle qu'il pouvait y avoir au début où, voilà, tu avais des fonds publics, tu avais, tu pouvais un peu, tu pouvais un peu avoir des «bons filons» entre guillemets qu'il y a plus, je pense, aujourd'hui. Déjà, tout coûte plus cher avec l'inflation. Et puis en plus, bah, les parents, sont beaucoup plus informés, ils savent quand même, ils ont des attentes plus précises. Il y a plus de concurrence, donc tu peux moins aussi, noyer le poisson, on va dire, en te disant: «Bah, de toute façon, il y a que ma crèche donc je fais ce que je veux» et je pense que de toute façon, il fallait avoir beaucoup, beaucoup de crèches pour, avoir, tu vois, un effet d'échelle et se dire: «Bah, je vais faire fortune», voilà. Mais un petit créateur de crèche, déjà quand il démarre, il faut qu'il atteigne un certain niveau pour, tu vois, pour être rentable, pouvoir se payer son salaire et tout et après il va créer 2, 3, 4 crèches, avant de vraiment, voilà, être pérenne, avoir une situation, qui va Mmh. pouvoir perdurer dans le temps et augmenter un petit peu sa rémunération. On est loin de cette image, tu vois, d'argent facile qu'on pouvait avoir, et qui est donnée, c'est vrai, par les ogres parce qu'il prend un exemple qui est très extrême d'un type qui a créé un groupe énorme, tentaculaire et que ce type-là, bah, il a aucun scrupule et il gagne énormément d'argent, il fait des trucs incroyables. Enfin, si tu lis le bouquin, c'est la quatrième dimension, quoi. Mais c'est quand même un cas. Voilà, c'est un cas particulier. Ouais, OK. Donc OK. aujourd'hui, la plupart des crèches, moi, que je rencontre, c'est des honnêtes gens, c'est des gens qui ont envie de bien faire. Ils ont souvent un manque de process. C'est-à-dire qu'il y a le problème, c'est qu'il y a un écart entre l'intention et la réalité. C'est-à-dire que tu peux te dire: «Moi, je vais ouvrir ma crèche et j'ai envie de faire un truc super» et tu as un fantasme, en fait. Tu imagines les gens, les enfants qui rigolent, les adultes, les professionnels qui ont acquis le niveau, supérieur de bien-être au travail. Tu te dis: «Tout ça, c'est grâce à moi, ça va être génial». En vrai, c'est pas si simple. Donc voilà, il peut y avoir cet écart et cette frustration pour Ouais. les gestionnaires. Ils se disent: «Bon, bah, finalement, c'est pas si simple. Les enfants, ils rigolent pas toute la journée. Il y en a qui pleurent, ils ont faim, ça marche pas bien. On n'a pas les bons process, on n'a pas la bonne organisation» et donc bah, ils ont besoin d'aide, en fait, pour réussir à atteindre ce niveau de qualité. Pareil, les professionnels sont pas si heureux que ça. Il y a du turnover, on se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer. Il y a de la tension, ça peut être très lourd, hein, parce que tu as des gens qui bossent pour toi,
bah, s'ils sont pas contents, tu les as quand même, «dans la gueule» entre guillemets, tu vois? Ils sont là, Ouais, ils ouais, ouais, c'est sont pas sûr. contents, tu es derrière ton bureau, toi, tu te dis: «Bon, au secours». Tu as un peu l'impression que tu vas te faire, blacklister par ton équipe. Enfin, ça peut être assez lourd, tu vois? C'est pas non plus, une sinécure quoi de d'ouvrir un petit établissement comme ça. Tu es proche des gens, donc s'ils tombent dans le pif, tu peux vite le sentir passer, quoi. Donc voilà, Ah c'est, ouais, beaucoup de pression pour, réussir à avoir le bon niveau de qualité, que ce soit pour les enfants ou pour les équipes et donc voilà, c'est pas que ce sont des gens qui veulent pas faire de la qualité, c'est souvent des gens qui ne savent pas comment y arriver. Ils ont un but qui est très, favorable, qui est, louable, mais ils n'arrivent pas forcément au but recherché. Donc c'est là qu'ils font appel à nous en disant: «Bon, voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à gérer la crèche comme je voulais» et en fait, avec des bons process, tu peux arriver à des trucs assez incroyables. ah OK, super. Je vois du coup plein de parallèles là déjà aussi avec nos métiers. Alors tu sais, je me rends compte depuis le début qu'on parle de crèche et de micro-crèche, on n'a pas forcément fait la différence. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle différence il y a? Il y en a peut-être pas d'ailleurs, mais Si, si, bah, enfin, une microcrèche, c'est une crèche, mais c'est une toute petite crèche. C'est-à-dire que dans la famille des crèches, qu'on appelle plus crèche d'ailleurs, dans le code de la santé publique, on appelle ça maintenant les EAJE, c'est-à-dire les établissements accueillant des jeunes enfants, d'accueil du jeune enfant, donc établissement d'accueil du jeune enfant et donc dans les EAJE, tu as, bah, différentes tailles et différents services. Tu peux avoir, enfin, on essaye en fait d'homogénéiser, mais à la base, il y avait plein de possibilités et on va dire que, aujourd'hui, la microcrèche, c'est le plus petit niveau, donc c'est en dessous de 12 enfants, en dessous de 12 places agréées, et puis tu peux accueillir un peu plus ou un peu moins tous les jours, mais on va dire que voilà, les places agréées, c'est 12 et parfois tu peux avoir 13 ou 14 enfants simultanément, mais globalement, le nombre de places agréées, c'est 12. Donc au-delà de 12 places, tu passes en crèche. d'accord. Et qu'est-ce qui change? C'est les financements, la Et réglementation? le mode de financement est différent. La réglementation, donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, elle est en train de ils sont en train d'essayer de la rendre plus homogène. Donc avant, il y avait des dérogations, pour les microcrèches, donc c'était un petit peu moins contraignant, mais vraiment, à la marge, on va dire et donc initialement, le projet de départ des microcrèches dans les années 2000, c'était, on va faire quelque chose de dérogatoire, de plus simple à ouvrir pour, permettre d'ouvrir plus de crèches. Et puis, en fait, ça s'est de plus en plus, nivelé, donc on a eu de plus en plus tendance à, respecter les mêmes normes en microcrèche qu'en crèche. Mais il y avait quand même un petit peu moins de contraintes au niveau des diplômes de personnel. C'est-à-dire que vu que c'est des plus petites équipes, tu avais moins de niveau hiérarchique et donc tu avais pas, autant de niveaux de diplômes, différents. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'ils tendent à faire au niveau des réformes. C'est de dire, bah, il y aurait les mêmes types de niveaux, enfin les mêmes, niveaux de diplôme dans les microcrèches que dans les crèches. C'est assez compliqué parce que, vu que tu as que 4 professionnels dans une microcrèche, ça fait quand même une grosse part de ta masse salariale si tu mets des diplômés, si enfin, c'est très compliqué à expliquer en 2 mots, mais voilà, si tu rajoutes des contraintes pour avoir les mêmes niveaux de diplôme, à tel moment de la journée et cetera que dans une crèche, en fait, c'est assez complexe et c'est très coûteux. Ouais. Pour une toute petite équipe. Voilà, donc en gros, la différence entre les crèches et les microcrèches, c'est la taille et c'est le mode de financement, le modèle économique. Donc c'est pas le même mode de financement, c'est-à-dire que les crèches, privées, elles sont financées directement par la CAF, les crèches publiques, pardon, je recommence. Les crèches publiques sont financées directement via une subvention de fonctionnement qui est versée par la CAF, qui D'accord. vient, compléter ce que payent les familles, alors que les microcrèches, privées, elles, en général, sont financées par la famille qui, elle, touche une allocation familiale. Donc c'est à OK. peu près la même chose, hein, au final, c'est-à-dire que la CAF paye une allocation à la famille qui est à peu près équivalente à ce qu'elle aurait payé comme subvention à la crèche dans une crèche, plus classique. Donc c'est pas le même, circuit, tu vois? Ça passe pas par la famille dans une crèche, alors que ça passe par la famille dans une microcrèche. Mais c'est vrai que les microcrèches, elles ont, un autre modèle économique parce qu'elles sont moins financées et Mmh. donc elles peuvent faire payer les familles un peu plus cher pour compenser, le fait qu'elles sont moins financées et donc on va avoir tendance à dire que c'est des crèches plus chères parce que la famille, elle peut être, tu vois, on va avoir tendance à faire payer plus cher la famille quand on n'a pas les financements, tierces, mais en fait, le coût de la garde est le même. Ça coûte
aussi cher à la crèche qu'à la microcrèche de faire accueillir ses enfants. C'est le prix que tu vas faire payer en face. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, c'est le coût est le même. C'est pas des crèches de luxe, en fait, les microcrèches, ça coûte à peu près aussi cher. Mais par contre, on est moins financé, donc on fait payer plus cher les familles. Ouais, ouais, OK, OK. Ouais, au final, le coût pour, je dirais, pour la société, finalement, si je devrais dire ça comme ça, est le même. Le Par coût de contre, revient, ouais. c'est ça. Et par contre, quand tu es en microcrèche, bah, en fait, il y a une partie qui est pas moins prise en compte par la société, mais en tout cas, c'est la famille qui va la payer avec les aides de la CAF, c'est ça? Mmh. Là où en crèche, il y a une partie qui tombe directement dans la Bah, CAF en vers crèche, la crèche, quoi. ouais, en crèche, c'est un peu différent, quoi. C'est réglementé différemment et historiquement, les crèches, elles étaient réservées par les mairies, tu vois? Donc les mairies payaient un prix de réservation aux crèches qui faisait un peu le tiers financeur. Donc tu avais la D'accord. CAF, la famille et les mairies et aujourd'hui, bah, les microcrèches, elles ont jamais cette part mairie qui vient, payer pour leurs administrés. Donc on essaye de faire intervenir les employeurs pour venir remplacer les mairies en tant que réservataires. Donc ça veut dire que ce prix de réservation, on essaye de le faire payer par les mairies par les entreprises, Par exemple. les employeurs et quand on n'a pas l'employeur, bah, c'est la famille qui paye, un peu plus cher, quoi. Ouais, OK. OK, OK. C'est intéressant parce que du coup, il y a plein de choses, qu'on vit. Alors tu disais, par exemple, tout à l'heure qu'il y a, justement entre la microcrèche et la crèche, il y a une différence, c'est le coût. Du coup, j'imagine que là-dedans, tu mets tout ce qui est formation, parce que tu disais, par exemple, tu ne veux pas avoir un professionnel, hyper qualifié à l'instant T dans une crèche. Enfin, j'imagine que tu as un peu cette problématique de ressources humaines, de façon, de manière plus générale. Dans une microcrèche, peut-être que c'est plus compliqué dans une microcrèche que dans une crèche, je sais pas d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai, ce que je me dis là? De former les gens? J'ai pas De compris. former ou de recruter des gens formés, hein. Bah, il y a c'est pas forcément alors, il y a une pénurie de professionnels dans les crèches en général, dans la petite enfance et dans le care. Il y a vraiment une très grosse pénurie, c'est pas une petite blague, c'est genre, c'est l'enfer quoi en ce moment. Et du coup, c'est difficile de recruter en général et je dirais que pas plus dans les microcrèches que dans les crèches parce que les professionnels peuvent avoir envie d'être dans des petites structures, d'avoir moins cette impression d'être à l'usine. Mais en fait, on a une pénurie qui est telle que, de toute façon, que tu sois en crèche ou en microcrèche, la pénurie, elle est tellement énorme que c'est à Ouais, peu près pareil, quoi. ouais, OK, OK. Et ça, quel que soit le secteur géographique, c'est national? Plus dans les grandes villes quand même, que quand tu es à la campagne. Quand tu es dans une plus petite ville, bah, oui, les gens, ils sont contents d'avoir un boulot et de le garder, je pense et c'est ce que je constate en tout cas, chez mes clients. Quand tu es en grande ville et qu'il y a énormément de crèches qui se concurrencent, eh bien, l'herbe est toujours, plus verte ailleurs donc voilà, on va débaucher les gens, leur montrer que c'est mieux chez nous. Puis au bout de 6 mois, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas mieux donc ils font des sauts de puce entre les crèches Ouais, et donc voilà, il y a ce problème de concurrence aussi. ouais, OK, OK. Ouais, c'est vrai que sur la pénurie de main-d'œuvre, on la vit aussi dans des conciergeries. C'est beaucoup plus, territorialisé. Moi, pour être en région parisienne, et là, je pense notamment aux équipes de ménage, par exemple. C'est quand même ce qui est le plus récurrent et là où on a le gros de notre effectif. En région parisienne, même s'il faut bien choisir et tout ça, allez, globalement, on arrive à recruter, globalement. Ouais, mais c'est vrai que vous êtes quand même solo, en général, non, les concierges? Oui, 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 la conciergerie et justement, c'est pour ça que je parlais des micros, je vais y venir après. C'est vrai qu'on est, pour la grande majorité, on est plutôt des solopreneurs et ensuite on fonctionne avec des prestataires, d'ailleurs même, tout un univers de prestataires autour de nos Mmh. activités. Mais oui, on est quand même beaucoup en majorité des solopreneurs et pour certains, d'ailleurs même pour, je pense quand même une bonne partie, des micro-entrepreneurs, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je te posais ces questions sur la microcrèche, parce que je vois tout de suite le parallèle. Et notamment, justement, donc sur le recrutement, en effet, nous, on va travailler on va recruter des prestataires, si je peux dire ça comme ça. Euh, on va trouver des partenariats avec des prestataires. Et donc, on doit choisir le bon prestataire. En Ile-de-France, on n'a pas quand même pas trop de problèmes. Par contre, il y a des territoires qui sont extrêmement compliqués, alors que pourtant, il y a une demande touristique, par exemple, locale, qui est présente, quoi. Alors, je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu extrême, mais parce que tout ce qui est insulaire, c'est toujours particulier. Mais je discutais avec une conciergerie qui était en Corse, par exemple, et il m'expliquait qu'à la haute saison en Corse, bah, en fait, c'est une galère sans nom pour trouver du monde, quoi.
parce que les seules personnes qui sont prêtes à travailler en Corse, bah, il y a de fortes chances qu'elles habitent en Corse, parce que sinon ça va être compliqué. Donc du coup, la main d'œuvre globalement, elle est déjà limitée à Lille, quoi. Donc bah, peu de main d'œuvre. On a beau vouloir les payer plus cher, mais c'est pas le problème en fait. Mmh. Et à un moment donné, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de monde, quoi. donc, Ouais. c'est vrai que je les voyais, ils m'expliquaient que leurs prix sont plus du double par rapport aux miens en région parisienne, Mmh. mais ça, pour autant, ils n'arrivent pas à trouver D'accord. du monde. Donc voilà, c'est un truc qu'on vit, mais je pense de manière beaucoup plus territorialisée, je pense. Même si, voilà, globalement, je pense qu'on a cette vague de pénurie, mais ça va, on n'en souffre quand même pas de fou. Pas autant que toi, en tout cas, de ce que tu À dis nous, là. c'est un enfer. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Parce que du coup, votre main-d'œuvre, la main-d'œuvre pour une crèche, c'est une main-d'œuvre qui est quand même qualifiée, diplômée, du coup. Oui, c'est ça, c'est qualifié et le plus petit diplôme, c'est le CAP petite enfance. Donc voilà, normalement, tu es pas censé avoir des professionnels qui n'ont pas de diplôme. Tu dois avoir au moins le CAP petite enfance ou un BEP carrière sanitaire et sociale et puis ensuite, tu peux avoir des auxiliaires de puériculture et des éducatrices de jeunes enfants, des infirmières diplômées, qui peuvent être aussi spécialisées en puériculture. Donc tu vois, tu as plusieurs niveaux de diplôme, voilà. Mais c'est vrai Ouais, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit: «Je vais faire un CAP petite enfance». C'est, voilà, un petit diplôme «facile» entre guillemets, pas si facile que ça, mais bon, disons que voilà, c'est un diplôme qui peut s'acquérir, assez rapidement par rapport à, tu vois, infirmière, il faut quand même, faire un concours, entrer dans une école, faire 3 ans d'études et cetera. ouais, Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est un peu dur, c'est que, les personnes qui ont réussi à avoir leur CAP et à entrer en crèche, elles sont menacées par la réforme qui, en fait, ne reconnaît pas leur diplôme comme faisant partie des quotas les plus importants. Enfin, c'est compliqué, je vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais en fait, ça limite aussi l'accès de ces personnes-là à certains postes. Donc, du coup, bah, ça leur fait un petit peu peur parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir dans des micro-crèches, tu peux avoir, 3 voire 4 CAP petite enfance et bah, dans la nouvelle réglementation, il pourrait n'y en avoir plus que 2 et donc ces personnes-là, bah, est-ce qu'elles vont, enfin, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont toutes devoir, se spécialiser, faire de nouvelles études et cetera? Donc voilà, il y a pas mal de questions qui se posent, sur le secteur. ouais, 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 OK. Ouais, non, la problématique est bien plus grande que pour nous, ouais. Mmh. C'est réglementaire, du coup, j'imagine que tu es obligé d'avoir ce diplôme-là pour pouvoir Ouais, exercer. c'est ça. C'est des quotas, c'est vraiment une profession réglementée comme dans la santé, quoi. Ouais, ouais. Pour des raisons de sécurité. Ah oui, bah, évidemment, évidemment, ouais. Donc là où nous, c'est vrai on peut trouver même entre guillemets, «monsieur et madame tout le monde» et on les forme, quoi. Donc c'est vrai que Mmh. c'est ça aussi qui fait qu'on a quand même moins de problèmes. OK. Et alors du coup sur le justement l'aspect micro, comme je disais tout à l'heure, nous c'est vrai qu'on a pas mal de micro-entrepreneurs qui sont, en conciergerie. Hem, un point moi que je note toujours dans notre secteur, c'est, heu, en tout cas je milite pour vraiment la professionnalisation de nos métiers au maximum. Je milite vraiment pour ça parce que comme je disais au début, la barrière à l'entrée étant basse, bah, en fait, il y a plein de gens qui peuvent se positionner, pas Mmh. forcément être très formés dans le domaine, ce Ouais. qui arrive peut-être moins en petite enfance, parce que du coup, il y a des diplômes réglementaires, et Non, cetera. je pense qu'on a eu le même problème au début, pas tant s enfin si, même sur le terrain, mais c'est quand même réglementé. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, moi, quand j'ai débuté, quand ils ont ouvert le secteur au privé, bah, il y a eu beaucoup de gens qui se sont un peu improvisés en se disant: «Ça a l'air cool, je vais ouvrir une crèche». En tant que créateur de crèche, bah, du coup, moi, tu vois, j'avais fait tout un parcours en tant que bénévole d'association où pendant plusieurs années, j'avais vraiment acquis des compétences et c'est vrai que c'était un peu, ça me faisait un peu bizarre, voire, ça me faisait un peu parfois enrager quand je voyais qu'il y avait des entrepreneurs qui sortaient de nulle part et qui Ouais, avaient leur crèche et qui n'y connaissaient rien et je pense que ça a été très néfaste pour notre secteur parce que, bah, ça a dévalorisé beaucoup le métier. Pour les professionnels du terrain aussi, parce que quand tu es embauché par quelqu'un qui n'y connaît rien et que tu vois bien qu'en fait, le patron, bah, c'est un branquignol, il sait pas de quoi il parle, il comprend pas ce qu'on fait sur le terrain et cetera. Ça donne pas une bonne image. Donc ça a ouvert un peu les vannes de faire un peu du n'importe quoi et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir des crèches. Il y a plus de concurrence, on est plus exigeant, on a des attentes plus importantes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même différent et puis il y a plus ce côté, comme je disais tout à l'heure, où, à l'époque, tu pouvais avoir l'impression qu'il y avait un bon filon, que tu allais te faire de l'argent. ouais, Donc je pense que ça a pu attirer les mauvaises personnes aussi, ce qui est plus le cas aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, aujourd'hui, ça peut paraître
un peu rude ce qui arrive, dans les réformes et tout, parce que, bah, je pense que c'est pas forcément les bonnes réformes. Mais c'est vrai que, à l'époque, j'étais pas très contente quand je voyais que n'importe qui pouvait ouvrir des crèches et que ça devenait un peu du grand n'importe quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que c'est peut-être une question toujours actuelle, hein, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a justement un besoin de justement de mieux former les gens, en tout cas de les amener vers Mmh. une professionnalisation plus commune? Et là, je parle pas de réglementation, je parle vraiment un truc qui est lié à votre filière, quelque chose que vous pouvez mettre en place, quoi. Est-ce que Oui, c'est c'est un des gros sujets, c'est, d'améliorer la formation des professionnels pour justement arriver à une meilleure homogénéité de qualité. Mais pour l'instant, ça patauge un peu dans la semoule. Moi, je vois pas beaucoup d'évolution, dans ce qui est proposé et donc les professionnels répondent pas forcément aux attentes, du métier. Donc, enfin moi, en tout cas, personnellement, je forme les gens quand ils arrivent et les attentes que moi je peux avoir, correspondent pas forcément à ce qui est vu dans les formations. Donc, voilà, on se pose tous la question et c'est dans les tuyaux, mais on n'a pas vu encore, émerger la bonne réforme pour la formation. Ouais, OK. Et justement, ça c'est une de mes questions. Alors je saute un petit peu les questions que j'avais prévues, mais c'est pas grave. Justement, qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait être amélioré? Je ne vais pas dire facilement parce que rien n'est facile, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer justement, en tout cas l'action qui te semble être la plus, rapide à mettre en place pour dire: «OK, si on fait ça, on peut améliorer notre professionnalisation, être meilleur». Alors après on parlera de coûts aussi en face, mais Qu'est-ce que, qu'est-ce que d'après toi qui pourrait être intéressant? Alors peut-être pour t'aider dans ta réponse ou orienter, j'en sais rien. Je fais un petit parallèle très rapide, mais tu vois, pour les conciergeries Airbnb, déjà il y a, c'est vrai que nous, moi je milite pour justement que les conciergeries se forment à trouver des solutions parce qu'il y a plein, effectivement, il faut y réfléchir, c'est pas, quand même pas hyper compliqué, mais quand on t'a déjà présenté plusieurs solutions diverses et variées pour que tu peux mettre en place pour accueillir tes voyageurs, bah, tu n'as pas besoin de mettre une boîte à clés sur le mobilier urbain, quoi, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et puis après, comment on le maintient, tout ça, enfin, comment on fait la maintenance de tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Mmh. Euh, Est-ce que toi, dans ton métier, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être simples, en tout cas, ou en tout cas qui sont Alors un levier de professionnalisation pour justement aller plus clairement, loin? clairement nous moi quand je suis arrivée dans le métier, j'ai vu qu'il manquait énormément de compétences managériales. Je trouve que c'est un métier qui s'est beaucoup perdu, qui a beaucoup perdu en compétences et en technicité. Pour moi, c'est un métier très technique et qui, à mon sens, devrait être beaucoup plus exploré. C'est vraiment les techniques de travail. Donc moi, c'est ce que je mets en avant, c'est qu'il y a des techniques et qu'il y a rien qui s'improvise. Il y a des choses, concrètes qui doivent être prises en compte dans le métier en tant que tel, c'est-à-dire les impératifs de terrain. Comment j'accueille un enfant? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour, cet enfant et pour les professionnels? Et si tu vas regarder vraiment concrètement ce qui se passe, bah, tu vas trouver des process et des solutions concrètes et techniques. Et donc ça, nous, on sait le faire. Maintenant, si tu as pas le temps parce que tu as pas d'argent, donc en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui est financé aujourd'hui, c'est que, des actes, du temps productif sur le terrain, en crèche. Il y a plus tellement de financement pour, réfléchir, c'est-à-dire à avoir du temps, avoir, une équipe, d'encadrement pluridisciplinaire, avoir le psychologue de crèche, avoir, tu vois, toute cette, réflexion sur l'accueil, comme c'est plus trop financé, c'est très peu financé, on va dire et bah, du coup, tu es dans l'action tout le temps, tu réfléchis plus et tu as pas cette, réflexion technique, pour améliorer le travail. Donc pour moi, le premier truc qui manque, c'est l'argent, les moyens, tu vois, pour qu'on puisse avoir des vrais managers qui transmettent des choses, en fait. Parce que oui, la formation initiale, elle est pas suffisante et je pense que enfin moi, j'ai toujours eu des bons managers qui formaient bien leurs équipes, mais c'était un combat de leur trouver, ce temps. Donc moi, j'ai tendance à tout processer, tout formaliser pour que le manager, il ait un travail pré-mâché et que ça lui prenne le moins de temps possible. Mais c'est vrai que voilà, dans l'idéal, on aimerait bien qu'ils aient un peu plus de temps, quoi. Parce que, bah, transmettre de la technique, ça prend du temps et quand tu accueilles quelqu'un et qu'il faut tout de suite qu'il soit opérationnel, bah, c'est pas possible. Il faut qu'il ait le temps d'ingurgiter, ton projet d'accueil, tes techniques d'accueil, tes process et cetera et ça, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, OK. Donc pour nous, c'est un problème de moyens, en fait, dans les crèches. Ouais, d'accord, ouais, je comprends, je comprends. Ouais, et puis, pour certains, de ce que je comprends, du coup, ils sont vraiment arrivés un petit peu au bout du bout et c'est compliqué de refinancer, une formation ou un accompagnement ou autre chose, quoi.
Ouais. Tu parles des gestionnaires là, les Ouais, créateurs pour de les crèches? gestionnaires, ouais, pour les Bah, gestionnaires. alors les gestionnaires de crèches, il y a vraiment plusieurs types de catégories. Il y en a qui s'en sortent toujours bien, qui ont un certain niveau, donc ils sont stables. Ils ont acquis, certaines compétences, une taille d'équipe, ils ont les moyens d'avoir, un manager, tu vois, qui a vraiment de la bouteille et cetera. Donc, quand tu es pas encore à ce niveau-là et que ça se complique pour toi, bon là, oui, si tu as pas, tout de suite enfin tous les niveaux, hiérarchiques, si tu as pas le bon manager et cetera et que tu te retrouves à devoir tout gérer tout seul, la tête dans le guidon, alors qu'il y a plus trop d'argent et tout, Ouais. hem, ouais, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais, rien n'est perdu. On peut faire des choses. Donc, nous, en tout Oui, cas, on arrive à aider des gestionnaires aujourd'hui qui, ont besoin de régler des trucs, tu vois? Il y a des trucs, il faut les régler, pour optimiser, l'action de ton équipe, pouvoir, les rendre plus efficaces, plus véloces, perdre moins de temps, arriver à des résultats, de façon plus simple. Avec les ouais. bons process, tu peux faire vraiment des miracles, en fait et gagner beaucoup de temps Ouais, et tout à du fait, tout à fait. J'imagine et de l'argent, du coup. oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une dimension organisationnelle qui est hyper importante, j'imagine. Ça doit être quelque chose de très, Ouais, c'est ça. carré, très rythmé, justement, Exactement. pour ne pas perdre de temps. Et donc, il y a l'organisation, je dirais, des actions terrain, je dirais. Puis après, il y a peut-être l'organisation, mais je sais pas, tu vas me dire, l'organisation et la structure de la micro-crèche ou de la crèche en elle-même, peut-être? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, De la boîte, qui tu veux doit dire? se ouais, Oui, oui, bah, en tant que gestionnaire, souvent, ils sont solos, les gestionnaires. Bon, c'est des patrons, donc ils sont c'est pas des solopreneurs, mais souvent, tu es seul. Moi, j'étais seule jusqu'à mes 5 crèches. Après, j'ai embauché. Mais quand j'étais seule, bah, tu dois gérer, beaucoup de choses, en fait. Le commercial, la communication, l'administratif, les RH, la coordination des équipes, aller sur le terrain. Parfois, ils ont un problème matériel, donc c'est toi qui dois le régler. Il faut que tu répondes aux appels, aux demandes de travaux, enfin, c'est toi qui fais venir le ouais, psychologue, c'est toi enfin, voilà, tu viens en aide avec, les tu as des directrices sur les crèches, mais, elles ont pas non plus énormément de temps, puis souvent elles sont jeunes, elles savent pas tout faire. ouais. Donc, c'est un travail d'équipe, tu travailles avec elles, tu peux pas les laisser tout gérer. Donc tu as quand même beaucoup, beaucoup de boulot, avant de pouvoir embaucher ton premier bras droit, ton premier salarié. Ouais, OK, OK. Et du coup, une question un petit peu comme pour nous, pour les conciergeries finalement, hein, tu dirais qu'il faut, entre guillemets, «combien de micro-crèches» pour commencer à se dire, «Je trouve une rentabilité», tu vois, j'atteins un peu le seuil critique où je commence à trouver une rentabilité correcte pour me Bah, payer en normalement, fait, quoi? ça dépend des objectifs de chaque entrepreneur. Par exemple, récemment, il y a un entrepreneur qui m'a dit: «Bah, moi, j'ai un boulot où je gagne 150 000 € par an net, je veux gagner la même chose très vite». Donc je lui ai dit: «Bon, non, en fait, si tu ouvres une micro crèche, avant de gagner 150 000 € par an, c'est pas immédiat, quoi. Vraiment, il va falloir en ouvrir pas mal». Et donc bah, si ton premier objectif, c'est ça, ben, il vaut mieux passer ton chemin, sauf si tu as beaucoup d'argent à investir dès le début et que du coup, tu vas pouvoir ouvrir, 10 microcrèches d'un coup ou 20. Mais voilà, le commun des il y a pas une personne qui va te dire le même objectif. Il y en a, ils veulent gagner le SMIC, d'autres, ils veulent gagner, 20 000 € par mois et donc ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. Mais moi, personnellement, j'aime bien quand même les profils, j'aime bien accompagner des profils qui ont la capacité de voir à au moins, 2-3 micro-crèches. Pas tu vois, la Ouais, personne qui se dit: «Je vais en ouvrir une», je pense que c'est assez limité. Pas que en question financière, mais aussi parce que quand tu manages 4 personnes, bah, tu es vraiment très proche d'elles. Elles te tiennent, en fait. C'est-à-dire que si les personnes, elles viennent pas bosser, tu es tellement en direct avec ces 4 personnes que c'est très difficile de prendre du recul, en fait. Il y a vraiment un jeu de pouvoir qui se joue entre le patron solo et les 4 pros qui voient bien qu'en fait le patron, il a peur que tu viennes pas bosser le matin et cetera. Donc à ouais, partir du moment où tu as 2 ou 3 crèches, tu as plus de recul, il y a plus d'entraide entre les équipes, il y a une dynamique qui est plus intéressante, où il y a moins ce côté, vraiment d'avoir peur que les filles viennent pas bosser. Tu es beaucoup plus dans la je dis les filles, hein, parce qu'en fait, on a très peu d'hommes, malheureusement dans les crèches. Mais voilà, quand tu dépasses en fait, 2-3 micro-crèches, c'est beaucoup plus intéressant pour la dynamique de groupe. ouais, Tu peux commencer à prendre des personnes en plus qui apportent des choses à l'équipe. Tu as plus de moyens, donc tu fais venir du monde, tu fais venir des intervenants, tu as plus de maté enfin de oui, tu peux mettre plus d'argent en fait dans tes crèches.
Ouais, ouais, tu Ça as devient plus de beaucoup plus foisonnement. intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu as plus de foisonnement globalement dans tes équipes et du coup, tu peux, remplacer un «absent» entre guillemets, Tu peux tu faire peux, plein de choses. Tu peux faire prendre des une choses. personne volante, tu peux prendre une Ouais, coordinatrice, tu peux, acheter du matériel neuf. Enfin, c'est vrai que quand tu as qu'une micro, en fait, heu, tout est coûteux, tout enfin voilà, c'est très c'est un peu plus serré, quoi. Il vaut mieux tout de suite se projeter avec plusieurs micros, avoir un peu plus d'ambition pour pouvoir générer une dynamique de groupe et avoir toi ton salaire parce qu'en fait, si tu en as pas, bah, tu vas vite t'essouffler, déprimer, donc tu vas pas insuffler non plus d'énergie à ton équipe. Donc on voit ouais, bien, hein, les gestionnaires qui arrivent pas à se payer ou qui sont au SMIC, ben, ils se disent: «Bah, je bosse 50 heures par semaine depuis, 10 ans et je suis toujours au SMIC, j'en peux plus, ma directrice elle est mieux payée que moi». Bah, c'est sûr qu'ils apportent pas une très bonne énergie à leur équipe, tu vois? ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. OK, OK, ouais, parce que je posais la question de la taille critique parce que, bah, forcément, ça se pose dans ton domaine, ça se pose dans tous les domaines de toute façon Et dans le et domaine de la conciergerie, c'est quoi la taille critique? alors moi, je dirais que sur des biens standards, il faut être à une quinzaine de biens, entre 15 et 20 biens pour commencer à se payer bien correctement et après, sur la variabilité, ça dépend si on est sur des biens standards justement ou des biens de luxe, par exemple, on est sur des prestations qui peuvent être différentes. Hem, voilà, tout ça fait que, bah, un bien te rapporte pas le même chiffre Bien d'affaires sûr. mensuel. Donc, voilà, en tout cas en standard, je dirais une quinzaine, allez ouais, une quinzaine, une vingtaine quoi, Mmh. pour commencer à se payer correctement. Après, bon, le temps qu'on y met sur un, c'est pas ça n'a rien à voir avec la micro crèche, mais effectivement, on a quand même cette question de la taille, ouais, de la taille critique, c'est hyper important, voilà, ça fait partie des sujets. De toute façon, qu'on a tous en tant qu'entrepreneurs, hein. Là, je fais le parallèle micro-crèche, conciergerie, parce que c'est le sujet du jour. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, d'une manière plus générale, de toute façon, on a tous cette question à se poser, quel que soit le business, quoi. Bien sûr, quel que soit le type d'entrepreneuriat que tu choisis. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et bien, écoute, on a pas mal échangé. Je vois le temps qui passe à vitesse grand V. Peut-être une question, j'aurais dû poser un tout petit peu plus tôt, mais on a tellement bien échangé que j'ai pas eu le temps de la poser. Est-ce que tu peux nous expliquer le business model d'une micro crèche? C'est-à-dire, Ouais, qu'est-ce alors que tu c'est, gagnes? qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds? Ouais, ouais, Le c'est ça, et business les coûts, tu vois, dans les grandes masses, quoi, en quelques mots, quoi. ouais. Alors, déjà, je peux te dire que si tu veux avoir plus de détails, j'ai fait un podcast qui s'appelle Combien ça gagne, une microcrèche et donc je pense que d'ailleurs, tu pourrais postuler pour faire combien ça gagne une conciergerie, ce serait assez rigolo. Je vais Donc, le faire. il faut que tu écrives, à combien ça gagne pour passer, ça pourrait être hyper cool. Donc il faut que tu écrives à Clémence et donc pour, le dire en résumé, parce que là j'en ai parlé pendant 45 minutes dans l'épisode, mais là je vais te le dire en quelques minutes. OK. Disons qu'une micro crèche, donc ce que tu gagnes, c'est ce que payent les parents déjà, essentiellement et tu peux avoir aussi un surplus que vont payer les employeurs, comme je te disais tout à l'heure, en réservant des places pour les familles, qui sont employées. Donc en gros, c'est ça et puis, ce que tu payes, c'est, bah, la plus grosse partie, c'est les salaires, le loyer, donc ça, c'est vraiment les gros, montants et après tu as, bah, évidemment les coûts fixes du genre, électricité, eau, voilà, d'une structure qui tourne, tous les jours et qui a des coûts, on va dire incompressibles. Il y a quelques toutes petites charges variables de couches et de repas, mais c'est assez, faible par rapport à l'ensemble. C'est vraiment pas ça le plus, coûteux. Le plus coûteux, c'est les salaires et les loyers, quoi. Ouais, Donc les plus gros montants et parfois tu peux avoir des gestionnaires qui font des mauvais choix au début en se disant: «Mais c'est pas grave, je prends ce local, il est super». Mais en fait, si le loyer est élevé, tu vas avoir beaucoup de mal à rattraper, ton retard, financier. Donc voilà, c'est quand même, stratégiquement les trucs les points de vigilance, les plus importants, bon les salaires, tu peux moins jouer dessus, il y a un marché du travail qui est ce qu'il est. Mais tu vois, parfois, tu as des loyers qui sont, du simple au double, quoi, d'une crèche à l'autre. Donc voilà, en ouais, gros, comment ça marche? C'est comme ça. Donc les familles, elles te payent, un montant tous les mois en fonction enfin, qui dépend de ta grille tarifaire. Donc ça, c'est chaque crèche qui l'a défini et la famille, elle touche, une allocation familiale de la part de la CAF, qui est assez importante
Parce que la CAF, elle peut, te verser jusqu'à, 950 € je crois aujourd'hui. Ça varie tous les ans, mais c'est une allocation qui s'appelle la PAJE et Ouais, donc la PAJE, il y a encore quelques années, c'était entre 650 et 850 € par famille par mois. Là, aujourd'hui, j'ai plus en tête le montant exact, mais tu vois, on va dire entre, 660 et 900 € par mois, par famille ouais, et tu vois que, la famille ensuite, grâce à ça, elle va te verser, la cotisation mensuelle à la crèche. ouais. OK, OK. OK, ouais, donc finalement assez simple, parce que j'avais peur justement que la partie financement public soit un peu, rendre les choses complexes en fait, comme souvent. C'est plus Mais complexe quand tu as une crèche, plus grande, où là, il va y avoir, tout un reporting à faire à la CAF sur les heures, que tu fais, les heures d'accueil et puis ensuite la CAF va te verser, des acomptes sur, des subventions et puis des soldes et puis là, c'est beaucoup plus complexe quand tu es en financement de crèche plus grande. ouais, OK, OK, je comprends. Et du coup, une question qui va faire le lien avec les conciergeries. Donc, sur tes dépenses, donc il y a les salaires, bon ça, on peut pas trop changer grand-chose. Par contre, sur le coût du local, loyer et autres, du coup, c'est lié à la ville à laquelle tu vas t'implanter parce qu'évidemment, d'aller Mmh, créer une crèche, proche de Paris, tu as pas les mêmes loyers que de le créer, ailleurs en province, quoi. Donc, exactement. l'aspect justement géographique, comment c'est appréhendé par les créateurs? Ou toi, qu'est-ce que Hem tu demandes dans tes accompagnements Alors, justement? c'est une question, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans le secteur parce que quand tu es dans une grande ville, tu as plus de chances normalement d'avoir, plus de familles et plus d'entreprises qui emploient des familles. Donc c'est supposé être plus intéressant financièrement, plus sécurisant. Hem C'est vrai, en tout cas, dans les vraiment grandes villes, tu vas avoir plus de contrats financés, mais tu peux aussi tomber dans des villes où il va y avoir trop de crèches et donc tu vas perdre aussi ce bénéfice-là. Moi, ça m'est arrivé à Montrouge où, finalement, il y avait trop de crèches donc ça a été, l'inverse qui s'est produit, c'est qu'on avait de moins en moins, de demandes et d'entreprises donc ça devenait, finalement, contre-productif parce que, on s'est implanté dans une ville qui était prometteuse, mais qui était trop prometteuse quoi, qui a eu trop de succès en création de crèches et puis, quand tu es dans le milieu rural, tu peux avoir des bonnes surprises, en fait. Tu peux avoir plus d'entreprises que ce que tu imaginais, mais c'est vrai qu'au départ, tu te dis: «Bon, je vais avoir un local moins cher, mais en même temps, j'aurai peut-être moins de ressources, moins de financement des entreprises». Pas forcément. Je vais dire qu'il y a une grosse part aussi de ce que tu sais faire en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir ce talent aussi d'être des meilleurs vendeurs, de mieux communiquer et cetera et donc on peut pas juste se baser sur, des éléments extérieurs pour justifier notre, performance, tu vois? Il faut aussi savoir, que, tu peux bosser sur ta com, ton commercial, Ouais. et te différencier et cetera et que ça a des résultats. Ouais, tout à fait. Justement, je posais cette question-là parce que ça fait complètement le lien avec nous, les conciergeries. En tout cas, les biens sur lesquels on va travailler, leur Mmh. localisation, c'est une part importante, en tout cas, du chiffre d'affaires que ça peut générer. Il y a la taille du logement aussi, bien sûr, mais la localisation, c'est déjà un premier point. Et c'est vrai que beaucoup se disent: «Je vais plutôt monter une conciergerie, près des grandes villes», parce que, voilà, qui dit grande ville dit beaucoup de passages, donc potentiellement beaucoup de touristes ou beaucoup de personnes qui ont besoin de couchage à un moment donné. Ce qui est vrai. Voilà, moi, je suis en région parisienne, donc on va dire ça. Ce qui est vrai, mais par contre, je pense vraiment qu'il y a des pépites, il y a des villes pépites, justement, pas forcément, où, voilà, où on ne mettrait pas forcément un billet au départ. Et en fait, c'est des villes pépites où ça marche très bien parce que, justement, je vais prendre exactement le parallèle de ce que tu as dit. Peu de concurrence, et un besoin qui est quand même présent, quoi. Ouais. Et donc, alors je simplifie quand même beaucoup le sujet, c'est bien plus complexe que ça même pour toi, mais on voit bien que si on arrive à trouver ce truc-là, en fait, c'est tout de suite, c'est la pépite, quoi. Ouais, c'est Et, clair. en fait, c'est vrai que le lieu est là pour des crèches, et je trouve ça encore plus fort, c'est qu'effectivement, l'investissement ou le loyer de départ, s'il pèse aussi lourd que ça dans le business plan, effectivement, il faut se poser la question d'aller trouver des pépites, Mmh. euh, de Clairement, ouais. répertorier ces pépites. Euh, Tu vois, je sais pas si alors tu vois, pour te faire un petit parallèle avec les conciergeries, nous, on a des statistiques nationales et ville par ville sur le nombre de biens, la concurrence, quel type de biens, est-ce qu'il y a beaucoup, enfin, tu vois, on a des données très, très, très poussées sur Ouais. ça. Oui, Euh, on bosse beaucoup c'est là-dessus intéressant, en aussi. fait. Exactement.
C'est exactement ça. C'est lié de toute façon, j'imagine, au nombre d'habitants, plus ou moins, tout Ouais, ça? Voilà. nombre de naissances et cetera, ouais. Ouais. Ouais, ouais, donc si vous avez un petit outil numérique pour ça, où tu peux trouver les meilleurs sites d'implantation en France. Je sais pas si ça existe, hein, je dis ça, en riant, mais voilà, ça peut être C'est pas aussi simple, mais oui, oui, ouais, il y a des techniques, en fait. On a vraiment des techniques pour, trouver la meilleure, implantation, mais si tu veux, on a une contrainte qui est telle, en termes d'immobilier aussi, bien sûr. qu'il faut déjà trouver, un local. Tu peux pas juste choisir un endroit parce que, bah, il manque des locaux aussi, quoi. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Faut que tu trouves le bon local Ouais, aussi. Et puis, la pénurie de crèches, elle existe encore un peu partout. Donc tu as encore du potentiel un peu partout pour l'instant. Donc, ouais, OK. après les gens, ils créent surtout, là où ils habitent, en fait. Ils ont pas forcément envie d'aller créer, très loin de Ouais. chez eux, tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, OK, oui, bah, ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi en conciergerie, c'est que et notamment ceux qui démarrent en micro-entreprise, en général, ils démarrent dans leur ville ou, la Ouais. ville juste à côté, quoi, parce que, l'idée, c'est pouvoir se lancer rapidement, à moindre coût et dans un secteur qu'ils connaissent, quoi. Mmh. Donc oui, on retrouve ce même phénomène. OK, ça marche. Très bien. Alors si on regarde un petit on a parlé pas mal de l'avenir déjà. Hem, Moi, j'avais une petite question, c'était sur, la gestion des crises. Alors, il y en a tout le temps et là, tu nous en as décrit pas mal, dans ton domaine aussi. Heu, mais tu vois, la gestion de la crise du covid, par exemple, ça a été un moment assez particulier pour nous, les conciergeries et j'imagine que dans le monde de la petite enfance, ça a dû être hyper particulier. Comment toi, tu as vécu cette période-là? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes aujourd'hui qui lancent leur crèche? Alors, je dis pas que le covid-2 sera demain, mais j'imagine qu'on a tous un petit peu en tête des scénarios quand même. Bah, ça a été assez lourd, vraiment, très difficile, à gérer le covid pour nous. Donc, moi, je l'ai géré, on va dire à la sueur de mon front et c'était passionnant parce qu'on était, vraiment au plus proche des équipes pour les soutenir et que j'ai appris énormément de choses à ce moment-là, mais ça a pas été sans conséquence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gestionnaires de crèches qui sont essoufflés. Ils voient la crise du jour, mais en fait, c'est aussi tout l'essoufflement depuis 2020 qui vient, s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y ait une vraie, lassitude pour certains et donc parfois les entrepreneurs, les créateurs de micro-crèches, ils les entendent dire: «J'en peux plus» et moi je leur dis: «Attention, c'est des gens qui ont traversé quand même, un tunnel de crise donc voilà, on n'est pas quand on crée une crèche en 2025 et qu'on n'a pas vécu tout ça, c'est un petit peu différent. On repart avec une énergie nouvelle. Ouais, Voilà, donc je pense qu'il faut s'armer de patience et de courage et savoir, dès le début qu'on doit soutenir son équipe quoi qu'il arrive et qu'il faut se relever les manches, ne pas idéaliser quoi. Vraiment, mon conseil c'est, sachez que c'est un métier de terrain, qu'il faut mouiller le t-shirt et que c'est en affrontant les choses qu'on les maîtrise le mieux. Et pas en se cachant en fait, dans son bureau. Parce que je pense qu'on a certes, on a certainement, parfois envie d'aller se cacher dans son bureau et j'en ai vu et en fait, ben, la claque elle est bien pire donc moi mon conseil c'est vraiment de partir sur le terrain à la rencontre de son équipe et de vraiment essayer de comprendre ce qu'elles vivent, de se poser, d'observer, de prendre des notes, de comprendre, si elles y arrivent pas, il faut faire appel à des gens comme nous, qui savent de quoi il s'agit, mais voilà, faut vraiment comprendre, en fait, ce qui se passe pour affronter les crises. ouais, OK, OK. Tu dirais que c'est quoi la compétence indispensable pour celui qui veut ouvrir une crèche là aujourd'hui? C'est quoi la compétence ou ouais, la compétence ou le savoir-être? Je sais pas si c'est du soft skill, comme on dit maintenant. Alors, bah, ce qui est très galvaudé, c'est la bienveillance. On entend tout le temps parler de ça, mais c'est vrai, il faut être très bienveillant et prendre du recul et c'est vrai que c'est une qualité qui est très importante. Être très à l'écoute, bien écouter, bien comprendre et je pense qu'après celle qui va avec, c'est la fermeté dans son positionnement et avec toute bienveillance, savoir garder le cap et savoir où on va et pouvoir diriger, en fait et montrer le chemin, montrer la direction à prendre. Les équipes ont vraiment besoin de ça, vraiment besoin de savoir où on va, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, dans nos échanges, je sens vraiment qu'il y a une dimension, d'organisation managériale qui est forte dans ce Très, que tu très dis. forte. Mmh. Hem, c'est pour ça que je disais soft skill, est-ce qu'on n'est pas un petit peu aussi, est-ce qu'il n'y a pas des choses là-dedans? C'est pour ça que je Complètement. OK, OK. Bon après de toute façon, je dis tout ça, c'est vrai que parfois on enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, parce que ça paraît évident quand on le dit. Mais je pense que,
je sais pas, je trouve que les années qu'on vit en ce moment bah, nécessitent des fois de rappeler les bases aussi. Et puis de se dire que bah, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais en fait, il n'y a pas de mystère, quoi. Il y a pas un truc, tiens, un secret bien gardé que, voilà. C'est, en fait, il y a, il y a, il y a, il y a, enfin, il y a un truc un peu personnel à travailler ou se faire accompagner, comme ce que toi tu proposes justement pour aider les personnes à Mmh. travailler leur qualité, leurs compétences, etc. Euh, pour pouvoir réussir dans leurs affaires, quoi, que ce soit crèche ou conciergerie ou autre. Euh, Ouais, voilà. Je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de se rappeler parfois un peu les bases, quoi. clairement. Je suis d'accord avec toi. Ok. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la toute dernière partie de ce talk parce que le temps passe très très vite. Mais on arrive maintenant à la séquence du quiz. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent, hein, le quiz, donc c'est une séquence de quelques questions assez courtes à laquelle tu vas pouvoir nous répondre bah, de manière assez courte aussi. L'idée, c'est que qu'on puisse enchaîner un petit peu les questions. Mais bien sûr, on ne s'interdit pas bah, de rebondir et puis de compléter si jamais tu sens que tu as besoin de nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu es prête pour cette dernière séquence? Prête, vas-y. Ah, ok, c'est parti. Allez, je vais commencer par des questions qui concernent ton activité actuelle. D'après toi, c'est quoi la plus grande force de tes services d'accompagnement pour les créateurs? D'après moi, bah, c'est mon expertise de 17 ans maintenant qui fait que j'ai une base, de données qui est énorme et que je peux apporter des réponses à n'importe quelle question. Cool. Ouais, c'est important. Je fais tout de suite la parenthèse parce que je ne peux pas ne rien dire. J'accompagne moi-même hein, des conciergeries en one-to-one hein, pour les aider à lancer leur conciergerie ou à la développer. Et en effet, je pense que c'est hyper important de se retourner vers quelqu'un qui a pratiqué le métier, qui sait de quoi il parle en fait. Et toi, Mmh. quand tu dis que tu as plusieurs années d'expérience, n'hésitez pas, voilà, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut vraiment, vers qui il faut se retourner quand on a besoin d'apprendre, de se remettre en question, de se réorganiser, etc. Donc, et c'est vrai aussi pour la conciergerie. Donc, même si vous ne tournez pas vers moi, c'est pas grave, mais allez vers des gens qui ont pratiqué, qui pratiquent. Ouais, savoir se faire entourer, c'est la clé, je pense, pour la réussite. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un aspect que tu penses améliorer ou développer dans tes services à l'avenir? En fait, j'ai pas mal de gens qui me demandent de faire, des petits groupes. Donc, là, on est en train de travailler avec Aurélie, mon associée, pour, faire des coachings un petit peu, plus collectifs, en restant, en petite taille. Mais c'est vrai que les personnes nous disent: «Bah, on aimerait bien aussi avoir des échanges avec des pairs» et donc, ça dépend. Il y en a qui veulent être en solo, en one to one et d'autres, qui ont envie d'être plutôt en groupe. Donc, on est en train de travailler là-dessus Ok, super. Ouais, donc plutôt ouais, un espèce de groupe, groupe pour ouais, en crèche, ouais. D'accord, d'accord. pour apporter un petit peu de challenge, tu vois? D'émulation dans le groupe, des clients qu'on peut avoir Ah entre ouais, eux. ouais, tout à fait, tout à fait. Nous, dans les conciergeries, c'est très demandé. Les gens ont besoin de se sentir soutenus, de sentir, ou même juste de répondre à des questions qui sont peut-être parfois un peu basiques, mais ils ont besoin de se rendre compte que bah, ils sont pas tout seuls des fois à Ouais, avoir le même problème en fait. de se confronter, ouais. Mmh. Donc voilà, c'est vrai que nous, dans notre domaine, c'est très demandé. Donc je suis pas surpris que ce soit demandé du coup dans ton domaine. En effet, je Mmh. pense que c'est un point qui va être intéressant à développer. Ouais. Ta plus grande fierté depuis que tu as démarré ton activité? La plus grande fierté que j'ai, bah, c'est quand je vois les les retours de mes clients. Donc, on est en train, de les publier aussi régulièrement et donc quand elles disent, à quel point ça les aide, c'est vraiment ma plus grande fierté quand je les entends, ou que je lis leur testimonial, leur retour d'expérience. C'est, heu, c'est assez incroyable quoi, de voir, bah, des crèches qui ouvrent ou des personnes qui te disent: «J'ai retrouvé du temps pour moi, j'ai retrouvé de l'inspiration», voilà, ça c'est vraiment une grande fierté. La réussite de mes clients. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais un livre, une ressource ou un mentor ou une personne qui t'aurait inspiré dans ton parcours? Est-ce que tu aurais ça à nous proposer? J'en ai plein, j'en ai vraiment plein. Il y a un livre qui s'appelle The One Thing que je trouve, très intéressant. Donc, je le recommande, parce que je trouve qu'il est assez, facile, à s'approprier quel que soit le domaine dans lequel on travaille et moi je l'ai écouté sur Audible quand je fais mon footing et ça je trouve que c'est un livre, qui permet de se concentrer et d'être efficace. Après j'en ai plein des trucs qui m'inspirent donc c'est difficile de choisir.
J'écoute au moins un podcast par jour, donc c'est pour te dire, depuis 3 ans, donc j'ai un certain nombre de choses, qui tournent. Top, ouais. Ah ouais, et du coup, ça te maintient, en motivation, en connaissance, c'est ça? C'est un peu ton objectif? Moi, j'adore, ouais, j'adore apprendre tout le temps quelque chose, donc j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup, beaucoup de livres et je trouve que c'est beaucoup de ressources. Après, je lis pas que des livres de business ou de travail, hein, je lis aussi, des livres pour, m'échapper. Heu, là, je lis la trilogie de Leila Slimani que je recommande aussi qui est top pour, s'évader, pour penser à autre chose, D'accord. voilà. OK, OK, ça marche. Alors quelle est ta potion magique pour réussir dans le métier? Ce qui te renforce au quotidien? Moi, j'aime bien travailler à plusieurs. Donc, ce que j'aime pas, c'est être seule. Donc, ça a été de m'associer avec Aurélie qui était, déjà, dans ma boîte de crèche. Ma boîte de crèche qui s'appelait La Girafe Étoilée et donc Aurélie Clément, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn comme moi et ben, c'est, ma potion magique. J'aime pas travailler seule et toutes les 2 on forme un super binôme. On s'entraide, et on se challenge, on échange et je trouve qu'avoir un sparring partner et pouvoir, ne pas se sentir trop seul, en fait, tu vois? Ouais, OK. Alors maintenant plutôt le contraire, c'est quoi ta kryptonite? Ce qui t'affaiblit, ce qui te perturbe? Quand les gens vont mal autour de moi, quand, que ce soit, les clients, les enfants, l'associé, quand quelqu'un va pas bien, il faut toujours que je me reprenne et que je me dise: «Attention, te laisse pas embarquer, prends du recul» parce que ça peut vite, m'impacter, ouais. OK, OK. Hem alors du coup, une question qui va rejoindre vraiment nos 2 métiers, c'est quoi pour toi d'avoir le sens de l'accueil? Ça, c'est un gros sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi et travaillé dans ma vie. Et je pense que le sens de l'accueil, c'est vraiment l'accueil justement, c'est d'accueillir. Moi, quand, j'étais patron de crèche, je disais: «Ben, je suis une accueillante comme, la plus petite accueillante, de la plus petite crèche. C'est pas parce que je suis le patron que je me considérais pas comme une accueillante» et que ce soit moi, que ce soit, l'assistante administrative, que ce soit la développeuse, commerciale ou que ce soit, la psychologue ou voilà, on chez moi en tout cas à la Girafe Étoilée, on disait: «On est toutes des accueillantes». On voulait vraiment, transmettre ce sens de l'accueil, de la convivialité, que les gens qui arrivent, ils sentent la beauté du lieu, ils se sentent bien dans ce lieu et qu'on incarne ce lieu, qu'on incarne notre projet, qu'on incarne cet accueil, en fait. Donc, voilà, le sens de mon métier, c'est l'accueil, accueillir, des jeunes enfants, accueillir des familles, accueillir des professionnels et je pense que ça doit transpirer dans tout ce que tu fais, quoi. Tu dois incarner ton projet, tu dois incarner l'accueil. Ouais, top, c'est vraiment bien dit parce que pour les conciergeries, c'est vraiment ça, je trouve aussi, il y a un truc comme tu dis, c'est pas juste une compétence technique, c'est vraiment un état d'esprit, une façon d'être au quotidien, quoi, en fait. C'est ça. Je rejoins complètement sur ce point-là. Et du coup, on passe à la dernière question, la question un peu rituelle. Alors d'habitude, je m'adresse à des conciergeries, donc effectivement, je demande, si on a une conciergerie de rêve, mais du coup, dans ton métier, je vais faire une petite variante. Je dirais plutôt la question, c'est plutôt: «Est-ce que tu penses que tu as un métier de rêve aujourd'hui?» Oui, je pense que j'ai un métier de rêve. Les crèches déjà, c'est un métier de rêve pour moi, même si le secteur est très dur et que parfois on le vit pas comme un rêve, il faut quand même bien s'accrocher. Mais ça a été, le rêve de ma vie. Quand j'ai vendu mes crèches, je t'avoue que j'ai hésité un petit peu parce que je me suis dit: «Mais tu es sûre que tu vas t'en remettre là de laisser ça partir?» Mais voilà, j'avais besoin de passer à autre chose, parce que ça faisait 16 ans que je faisais ça. Et aujourd'hui, accompagner des crèches, accompagner des entrepreneurs, c'est mon métier de rêve aussi, bah, parce que, j'ai l'impression d'accomplir quelque chose, tu vois? De m'accomplir dans l'aide que je peux apporter à des gens pour qu'ils accueillent les enfants dans les meilleures conditions. Et donc c'est ce que je faisais avant, mais pour un plus petit nombre de personnes puisque c'était que ma boîte et maintenant je peux aider, tellement de gens via mon podcast ou via ma boîte de conseil. Donc pour moi, c'est un métier de rêve parce que je me sens vraiment, utile et j'ai l'impression de faire quelque chose, tu vois, pour le bien commun. Donc pour moi, c'est un métier de rêve, ouais. OK. Eh ben, ça sera le mot de la fin. On restera là-dessus. Merci à toi, Amal, d'avoir participé et joué le jeu, à toutes ces questions, dans ce talk show Conciergerie de rêve. Bah, On écoute, avec plaisir. J'espère que les concierges ne vont pas être trop, déçus d'entendre une créchiste plutôt qu'un concierge dans cet épisode.
Non, non, on Mais a l'habitude, peut-être ça leur donnera un point de vue un peu différent et j'espère que ça peut les tout à inspirer. fait. Tout à fait, c'était le but vraiment, comme je dis toujours, d'ouvrir, d'élargir un peu notre champ de vision et Ouais, pas voir toujours avoir voir des d'autres œillères choses. dans notre domaine. Et C'est bah, bravo important à toi justement. Henrik et merci de m'avoir invitée. Eh ben, on a été ravis, ça a été un plaisir. Pour ceux qui nous suivent, vous retrouverez donc Amal via les liens que je laisserai sous la vidéo. Vous pourrez donc rentrer en contact avec elle directement si vous avez des questions. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi en dessous si vous avez des petites questions pour Amal que vous voulez partager aussi avec la communauté. On sera un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut Amal. Bye bye.